m'appelle Louis Lacoste, j'ai 48 ans, je vis à Montpellier. J'ai quitté l'école très tôt parce que le format de l'école ne me convenait pas de toute façon. Parce que je pensais uniquement à ma pratique sportive, alors c'est le karaté, parce que je viens du karaté. Mon positionnement est assez compliqué, alors tout le monde voit que j'amène des bouteilles d'eau, mais ça c'est le dernier rempart. Il y a longtemps que j'ai réfléchi à la situation, quand tout le monde la vit, moi je l'ai vécu, organisé, imaginé et mis en place 3 mois avant. Donc en fait, j'ai une relation directe avec les athlètes, j'ai une relation directe avec les entraîneurs. Mon rôle est de faire cohabiter tout ça de manière à ce que leur relation directe soit renforcée, soit meilleure et surtout soit combinée. Mon parcours en fait s'est fait chemin faisant. Alors quand on quitte l'école, à cette époque on partait à l'armée, donc j'ai fait mon service militaire. En rentrant je me retrouve au chômage, donc je prends le premier boulot qui vient et je travaille dans le monde de la nuit, dans un casino, machine à sous et puis boîte de nuit. Et puis en même temps, évidemment, je suis à ce moment-là un jeune junior prometteur. Je fais beaucoup de stages avec les équipes de France seniors et le directeur de l'équipe à l'époque me disait que ce que je faisais, c'était pas un métier ou en tout cas, c'était pas une vie compatible avec le haut niveau. Il avait bien raison et il m'a proposé donc de plutôt rentrer dans la police où il y avait quelques avantages intéressants pour pouvoir pratiquer aussi, ou en tout cas mener en parallèle ma vie de compétiteur avec des stages, des compétitions et puis le temps qu'il faut pour ça, tout en assurant aussi un avenir professionnel. Donc, je suis rentré de ce stage-là, j'avais 19 ans je pense, ou 20 ans. Je vais dans un commissariat et puis je prends le papier qu'il faut, je m'inscris au concours, un an et demi après je suis dans la police et puis j'enchaîne tout. Donc je suis à ce moment-là athlète et policier, je te parle de ça, c'était 94, 95. Début 2000 je deviens entraîneur, je finis ma carrière d'athlète et puis je deviens entraîneur. D'abord de la région Aquitaine, qui a été quand même pour moi très important. Ensuite, je suis devenu en 2003, ma grande surprise aussi, puisque j'ai appris en juin 2003 qu'en septembre 2003, il y a un pôle qui s'ouvrait à Bordeaux, le premier pôle espoir en karaté. Donc j'entraîne 2 ans à Talence, à Bordeaux, tout en étant policier et en assurant ma reconversion vers le ministère des Sports avec le concours de prof de sport. Et puis voilà, je me retrouve 2 ans plus tard à Montpellier pour le pôle de Montpellier, plus les équipes de France également en tant qu'entraîneur. Jusqu'en 2012. En 2012 jusqu'en 2015, je suis toujours entraîneur au sein des équipes de France de karaté, mais je deviens directeur du haut niveau des équipes de France et du centre national également. Et puis en 2015, Patrick, qui était au karaté aussi à ce moment-là et qui l'a quitté à ce moment-là aussi, est nommé au taekwondo et il me demande de l'accompagner. J'ai dit oui de suite. Et voilà pourquoi je me retrouve aujourd'hui au taekwondo depuis octobre 2015 en tant que directeur du haut niveau des équipes de France. Avec pour mission, c'est pas un métier mais c'est plutôt une mission, de concevoir un projet pour réorganiser l'ensemble du haut niveau des équipes de France, remettre une dynamique qui était en chute depuis 2013. Il y avait une fin de cycle, il fallait en renouveler, donc assurer la fin de la qualification de Rio, la préparation et la réalisation de Rio. Mais il fallait aussi lancer en parallèle le projet pour Tokyo 2020. Et moi j'ai écrit plus largement, un peu plus loin en tout cas, jusqu'à Paris 2024. Pour ça, pour organiser en fait l'ensemble des conditions du haut niveau, surtout des équipes de France, et actuellement depuis 6 mois en particulier, j'ai demandé à Patrick de prendre un peu de recul sur de prendre la distance et de me laisser totalement sur le projet olympique parce qu'il y a nécessité obligatoirement. Donc voilà, je suis missionné pour créer les conditions globales du haut niveau, du système du haut niveau et des équipes de France. Donc c'est les pôles évidemment, c'est les équipes de France, c'est les clubs aussi, la relation avec les clubs. Et j'y tiens en fait parce que l'équipe de France c'est une entité, c'est une identité. Et les pôles c'en est une autre, les clubs c'en est une autre. En tout cas les pôles et les clubs sont au service des équipes de France et doivent servir les équipes de France. Bon, il y a une image assez simple puisqu'elle est assez claire aujourd'hui. Il y a Magda qui est une vraie athlète de pôle qui a fait tout son parcours en pôle et puis Althea, qui est une athlète qui elle a fait un passage en pôle mais très court, mais elle est d'un club, quoi. Donc aujourd'hui on a 2 athlètes qualifiés en équipe de France pour les Jeux Olympiques, donc une qui est en pôle dans le système des pôles depuis longtemps et une qui vient du club. Donc mon job en équipe de France c'était de faire comprendre que l'équipe de France est une entité qui est alimentée par les pôles et les clubs et on ne s'occupe pas de savoir d'où ça vient. L'équipe de France c'est l'équipe de France. L'athlète, pour moi, c'est le principal acteur. Et c'est avec lui qu'il faut beaucoup discuter, non pas lui demander ce qu'il veut comme une star et ce que tu veux, tu l'auras. Mais en tout cas, ses besoins, ses envies à ce niveau-là, et quand il ressent quelque chose, c'est lui quand même qui vit les événements.
il faut absolument le combiner avec ce que nous on a et le regard que l'on a, l'expérience que l'on a et l'analyse que l'on a, mais de l'extérieur. Donc quand on combine l'intérieur, c'est-à-dire l'athlète, et l'extérieur, nous, là, à mon avis, on devient très fort et on passe de performances relativement bonnes, voire très bonnes, voire excellentes. Pour ça, c'est assez inconfortable. Un entraîneur, il faut qu'il aille vers l'athlète, il faut qu'il apprenne à le comprendre, il faut qu'il apprenne à accepter ses besoins. Ça veut dire que on parle souvent de l'athlète qui doit sortir de sa zone de confort. Et évidemment, c'est notre job, mais c'est le mettre en difficulté positive et constructive. Mais l'entraîneur doit aussi, ou le staff, mais l'entraîneur en particulier, doit aussi faire l'effort de sortir de ses habitudes, de sa zone de confort donc, de ce qu'il aime bien faire et dans lesquels lui il est bien, pour aller donner à l'athlète ce dont il a besoin. Pas envie forcément, mais besoin. Aujourd'hui, je suis très content d'ailleurs dans cette prépa olympique. On a commencé depuis 5 semaines bientôt. On est pile dans ça, mais ça n'a pas été évident. Chacun est différent initialement, mais chacun évolue différemment aussi avec le temps. La concurrence évolue aussi, évidemment. La discipline évolue aussi. C'est pour ça que le questionnement permanent, il est parfois dérangeant, la remise en question donc. Mais s'il n'y a pas ça dans ces métiers-là, moi j'ai toujours remis en question les athlètes, mais avant de les remettre en question, je me suis toujours remis, moi en tant que ou entraîneur ou autre, en question, et j'ai toujours remis en question les staffs dont j'avais la responsabilité. Quand on a compris que la remise en question, c'est un accompagnement et une aide, alors c'est ce qui se passe d'ailleurs avec Lucha et Rosendo, et là on est en train de quand même prendre une certaine épaisseur en tant qu'équipe et un staff, qui est stabilisé depuis 2 ans, mais qui aujourd'hui accélère par cette relation justement où le questionnement n'est pas intrusif. Et quand je leur pose une question, ou eux d'ailleurs, parce qu'il faut évidemment se laisser remettre en question, il faut simplement dire que c'est pour améliorer perso sa mission, mais plus largement la mission des équipes de France et surtout l'accompagnement des athlètes, parce que je ne considère pas qu'on fait des athlètes, mais on les accompagne à ce qu'ils sont déjà et ce qu'ils deviennent. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé aucune difficulté parce qu'effectivement la discipline, elle est similaire mais différente. C'est Myriam qui était entraîneur et directrice de tout ça. Moi je devenais entraîneur des directeurs pour qu'elle se concentre uniquement sur les jeux et l'entraînement, la partie terrain. Donc on a dû apprendre à combiner très vite ensemble. En tout cas, elle n'a pas hésité puisqu'elle a compris que je venais d'une discipline où le coup de poing, dans les particularités, on est plutôt spécialiste. C'est notre... au taekwondo, c'est le pit, et nous, c'est le coup de poing, donc on en fait des heures et des heures, donc on est plutôt très très bon là-dedans. Elle a compris de suite, et je crois que 3 semaines, au moins après, elle m'a dit « Oui, est-ce que tu veux pas aller sur le tapis, faire des séances de coup de poing ?» Donc j'ai rencontré finalement aucune difficulté à ce moment-là, au contraire, elle m'a aspiré, elle m'a mis là-dedans. Les difficultés que j'ai rencontrées, en fait, elles ont été difficiles pour moi, mais pas tant que ça. Elles ont été surtout néfastes ou négatives pour la dynamique, pour l'évolution, la progression de ce groupe-là d'ailleurs, qu'on voit là. Parce que je viens de l'extérieur, je viens d'une autre discipline. Alors le karaté et le taekwondo, historiquement, c'est un peu de confrontation, mais moi je suis loin de ça, je m'en fous. Quand je viens au taekwondo, je viens pour faire gagner le taekwondo, je ne viens pas en tant que karatéka. Je suis persuadé qu'on aurait pu performer plus vite, donc plus fort aussi à long terme. Mais j'en prends ma part de responsabilité parce que finalement, aujourd'hui on appelle ça un directeur de perf, un directeur du haut niveau des équipes de France. Donc un directeur de perf qui vient dans une discipline nouvelle, qui vient donc de l'extérieur. Je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois en arrière, que finalement je crois que ça s'est presque jamais fait, voire jamais. Je dois être un des premiers. Et donc j'ai compris aussi que pour moi, là où les choses étaient évidentes, il faut apprendre une nouvelle culture, chose que j'avais vue, mais j'ai appris aujourd'hui en tout cas, à m'inscrire dans une nouvelle culture pour mieux m'y associer et y associer la mienne. Le dérangement dans les habitudes et les cultures, ça fait peur ou ça dérange beaucoup de personnes, mais je pense que c'est nécessaire pour aller vers l'évolution, à mon sens obligatoire, qui amène la haute performance. Moi, je fais la différence entre un combattant et un compétiteur. Un combattant, c'est celui qui va au combat, qui va à l'affrontement et qui y va, je dis pas sans trop réfléchir, mais il y va pour aller affronter et sans se préoccuper forcément de l'issue ou des stratégies ou des tactiques, il va au charbon. Ça, pour moi, c'est le combattant. Le compétiteur, c'est celui qui fait ça, mais avec une certaine intelligence dans la situation de compétition. La situation de compétition, elle est cadrée, il y a un temps, il y a des rounds, il y a des pénalités, il y a des scores, il y a tout ça qui évolue en permanence.
Et il combat en fonction de l'évolution de l'affrontement et en même temps en fonction du profil d'adversaire qu'il a. C'est toute la différence entre les millions de combattants qu'on voit dans les compétitions, dont j'ai fait partie, et ceux qui ont été plutôt champions, parce qu'on dit toujours qu'il y a un point ou deux qui nous séparent et c'est pas grand chose, mais le petit truc qui nous sépare, il est énorme mais on ne le voit pas. Et c'est plutôt une certaine intelligence en situation de compétition, et tout le monde n'est pas un compétiteur, quoi. Mon premier souvenir vraiment fort avec l'équipe de France de taekwondo, c'est la victoire de Magda au Grand Prix du Japon. Elle est menée, elle est en train de perdre. Et il y a cette fameuse, le compétiteur qui lâche rien et jusqu'au bout. Donc là, elle a été combattante jusqu'au bout, il lui manquait des points. Et à chaque fois, elle est revenue au score ou à égalité pour ensuite faire la décision au point nord avec un coup de poing. C'est parce que c'était tellement peu utilisé et on m'a toujours dit, justement, les freins et les a priori, si tu fais un coup de poing, tu prendras toujours un coup de pied au visage. J'avais beau leur expliquer que non. En début de cette année-là, 2019, on avait fait une grosse analyse avec Yvan d'ailleurs sur l'année 2018. Et on avait fait une analyse statistique sur le collectif dans son ensemble, masculin, féminin, mixte et individuel également, pour quelques-uns, dont Magda. Et on s'est aperçu avec Magda qu'elle ne faisait jamais de coup de poing. Et Magda l'a très vite compris. Et elle a dit ok d'accord. C'était la fameuse combinaison entre l'athlète et l'entraîneur. Et elle a dit, il y avait Rosendo, il faut que je le fasse. Donc elle s'y est mise très vite. Et on n'est que 6 mois après, là, hein, je crois à peu près, 6-7 mois après. Les statistiques ont totalement changé. Et à ce moment-là, en dehors de la victoire, qui est magnifique parce qu'elle va la chercher comme dans les plus meilleurs moments du sport, quand on pense que tout est perdu, eh ben, elle prend. C'était ça une belle victoire parce que ça a été d'abord sa posture évidemment de championne et aller chercher ça. Et en plus c'était avec ce coup de poing dont tout le monde, où j'avais tellement lutté pour dire que le coup de poing c'est une arme importante en taekwondo au vu du changement de réglementation. Et donc tout ça a été validé en un seul temps et c'était superbe. Donc ça c'était un vrai moment fort. Le deuxième c'est un peu de la même acabit, enfin le deuxième, voilà, c'est les deux plus forts en tout cas. C'est Yasmina quand elle fait troisième, pourtant troisième c'est pas un grand exploit, mais elle finit sa carrière là-dessus, c'était à l'Europe de Bari je crois. Et là c'est pareil, quoi, elle perd à la fin au début du premier round, quand ça engage le premier round, elle perd 7-0. Et donc finalement on retrouve ce même état d'esprit où justement en dehors de la tactique trop prégnante, à mon sens au taekwondo, où on est toujours en train de dire fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça, où on enferme finalement un peu trop les athlètes. Là on a bien vu qu'elle est sortie totalement de la stratégie. Mais elle est partie uniquement sur sa détermination de combattante. Elle a été au shoot, alors là c'est clairement du shoot. Et elle a été ramener le score sur les dernières secondes. Et ce que j'ai aimé surtout en plus là à ce moment-là, c'est la combinaison. Là pour moi c'est l'image parfaite de l'athlète et du coach. C'est Gusha qui lève sur le gong, où Yasmina fait égalité, je crois 7-7, qui lui donne raison et qui finalement fait basculer le match à la victoire 8-7. Donc là on est totalement dans le taf de l'athlète comme il a senti. Et le soutien et l'accompagnement de l'entraîneur, ou le coach en l'occurrence, qui lève le carton pour faire basculer au bon moment. Et là j'ai trouvé ce moment-là, avec l'athlète et le coach, donc Yasmina et Gusha, très fort et qui m'a mis les poils, comme on dit, ou les frissons. Et voilà, ces deux moments très forts qui m'ont donné le même sentiment de satisfaction pour eux sur le moment et puis pour le travail qu'on avait fait.